Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans French Podcast. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une grosse question que vous êtes nombreux à nous poser. Comment comprendre le français parlé sans avoir besoin de sous-titres? Moi, c'est Charline et juste à côté, enfin pas trop loin, Emmanuel est là aussi. Salut tout le monde. Oui, bon, alors le sujet me parle tellement. Franchement, la première fois que j'ai vu les tontons flingueurs sans sous-titres, j'ai capté quoi. 12% du film et le reste, c'était du chinois. Enfin, façon de parler. J'étais là, à rigoler quand tout le monde rigolait, mais j'avais rien compris à la blague d'avant. Je crois qu'on est tous passés par là. Entre le niveau intermédiaire, où tu commences à tout comprendre en cours, et le français naturel, il y a comme un grand fossé. Moi, c'est un sujet qui me touche parce que, non mais vraiment, même après le bac, quand j'entendais mes grand-tantes bretonnes causer entre elles, je décrochais en 10 secondes. Ah mais voilà. Aujourd'hui, on partage nos astuces, anecdotes et peut-être quelques galères pour aider tout le monde à, se sentir enfin à l'aise, sans les fameux sous-titres. Alors, on va pas se mentir, c'est pas facile, Entre le débit super rapide, les expressions idiomatiques qu'on sort à tout va et les accents qui changent d'une ville à l'autre, franchement, de quoi donner le tournis. Carrément, je me souviens de ma première année à Paris. L'argot, genre le vrai argot parisien. Mais j'avais l'impression que c'était une langue secrète. Un pote me sort « C'est chelou ton histoire ?» Et moi, j'ai rien compris. Je croyais qu'il parlait de cheval, tu vois. Oh ouais, le fameux chelou. Mais en vrai, les sous-titres au début, c'est super utile pour comprendre. Sauf qu'après, ça devient un peu, une béquille. On s'appuie dessus et du coup, on n'ose plus sans. C'est clair. Mais sans béquille, tu peux vraiment commencer à marcher tout seul, écoute après écoute. Oui, et alors, il y a aussi tous ces faux amis auditifs. Tu entends un mot français et dans ta tête, il veut dire tout autre chose, comme actuellement. Beaucoup pensent que ça veut dire actually en anglais, alors que non, c'est en ce moment. Mais totalement. Il y a un étudiant anglais, alors je sais plus son nom, mais un gars super sympa, il avait pigé actuellement. Il avait cru qu'on parlait de, des actes criminels. On a rigolé 2 heures, mais après j'y ai pensé tout le week-end. Moi j'ai cru, pendant des années, que sensible, ça voulait dire sensible en anglais, alors qu'en fait, c'est sensitive. Franchement, je me suis fait avoir plus d'une fois. Perso, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, écouter Francis Cabrel. Je tentais de chanter en même temps, l'accent du sud-ouest, les rrr roulés. Bon, j'étais loin, mais petit à petit, ça entrait. Oui, et maintenant il y a tellement de podcasts, même en français facile, genre Inner French, Journal en français facile. Ça c'est super pour s'habituer à des vrais extraits. Parfois, je fais même écouter les notes vocales à mes élèves. Et le coup de la dictée, que ce soit la dictée chantée ou orale, tu retiens mieux. Si t'écoutes plusieurs fois le même refrain, à force, tu piges plus de détails. Ah, les accents. Écoute, ma Bretagne natale, ma grand-mère roulait les R et inventait des mots. J'ai mis 1 an à déchiffrer « gavé » qui veut dire « beaucoup ». Alors moi, à Toulouse, on m'a sorti « peu cher ». Tu vois, je croyais que c'était une insulte, moi. Mais non, c'est affectif dans le sud. Quelle galère. Mais avec YouTube, les vlogs, tu peux écouter plein d'accents. Petit conseil, note dans un carnet tous les mots inconnus au fur et à mesure. Et essaye de répéter à voix haute, même si t'as l'air bête. Alors ça, les Français, on parle beaucoup avec les mains finalement. Les gestes, ça donne un indice souvent sur ce qu'on veut dire. Même à la radio, t'entends parfois le sourire, non? Ça me rappelle ma grand-mère, qui ponctuait tout, une histoire avec un clin d'œil, puis la main qui partait, comme pour chasser un oiseau. Tu savais direct si elle se moquait ou si elle était sérieuse, même sans regarder les mots. Faut vraiment apprendre à lire les intonations, les petits silences, les soupirs. Parfois, tout est dans l'indice non-verbal. Un truc hyper simple. Tu changes la langue de ton téléphone ou tes applis, hop, t'es plongé dans du français tout le temps, sans même y penser. Ouais, et si t'es du matin, écoute la météo, genre une routine, ou tente un groupe d'échange linguistique. Il y en a même en ligne, si tu veux pas papoter dehors. Et parfois c'est juste lire le menu en français ou se parler à soi-même. C'est petit, mais ça finit par payer, tu trouves pas? Ah si, tous ces petits changements, ça s'accumule. Non, et puis, parfois on en a marre. Je me souviens, à force d'entendre un dialecte breton que je ne comprenais rien, j'ai failli laisser tomber. Mais bon, persistante comme je suis. Moi aussi, je me dis toujours, qu'est-ce que j'ai raté cette fois-ci? Et ça me donne envie de chercher, tu vois, pas de fuir. La frustration peut devenir un moteur. Et si on n'ose pas faire d'erreur, on progresse pas. Faut s'accrocher, répéter, rater.
et recommencer. Et là, question du jour, comment gérer le débit rapide? Merci à Maëva pour l'avoir envoyé. Super question. D'abord, ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre. Déjà, même les francophones décrochent parfois devant certains films. Le débit, faut pas hésiter à ralentir l'audio ou réécouter plusieurs fois, franchement. Ouais, et pareil pour la série Lupin. Un auditeur demandait s'il fallait s'inquiéter de rater des dialogues. Non, on a tous loupé le clin d'œil de Lupin au moins une fois. L'essentiel, c'est de garder confiance. Rater des passages, c'est normal. C'est pas un test, c'est un chemin. Petit mot d'encouragement pour finir. Comprendre le français parlé, c'est pas un sprint, c'est un sacré marathon. Lentement, mais sûrement, comme une balade à vélo dans les ruelles de Paris. Tu avances, tu t'arrêtes, t'observes, puis tu repars. J'adore la comparaison. Pour résumer, multipliez les écoutes, soyez patient et osez éteindre les sous-titres de temps en temps. Ça viendra, même quand vous croyez que ça bloque. Ce soir, essayez un petit passage de film, sans sous-titres, juste pour voir ce qu'il se passe. On attend vos retours, hein. En parlant de compréhension, il y a une technique que j'adore. Visualiser ce qu'on entend. Genre, tu écoutes la radio ou un podcast, tu fermes les yeux et t'imagines la scène, les gestes, les visages. Oui, et regarde aussi des vidéos où les images sont claires. Ça aide à faire le lien entre les mots et ce qu'ils représentent. Une main posée sur une tasse, un sourire. Tu retiens mieux comme ça, c'est fou. J'ajoute souvent des dessins ou des infographies, même si c'est un gribouillis. Ça reste en tête plus facilement, tu trouves pas? Perso, j'utilise beaucoup les sous-titres, en français seulement. C'est comme une double aide. Tu vois le mot, tu l'entends, et bim, ça rentre. Et quand tu fermes les yeux après, tu essaies de te rappeler la situation. Ça marche vraiment. Ça dépend juste du niveau, hein. Faut choisir des vidéos qui restent accessibles. Mais avec tous ces supports, c'est carrément plus sympa d'apprendre. Ça ressemble plus à un jeu qu'à un exercice scolaire. Et puis, faut pas hésiter à mettre la main à la pâte. Par exemple, la dictée à partir d'un podcast. Tu notes ce que t'entends, puis tu vérifies. Oui. Ou alors, tu reformules la voix haute. Tu te surprends parfois à mieux comprendre en expliquant à quelqu'un d'autre ce que t'as entendu. Et les échanges linguistiques, c'est le meilleur moyen de progresser. Même si tu coinces sur 2 mots, tu demandes et tu avances. Simple, rapide, ferme les yeux, après un extrait, essaye de voir la scène dans ta tête. Moi, c'est comme ça que j'ai mémorisé des dialogues de films entiers. Surtout si tu associes à une image ou à un geste. Et si le mot est trop complexe, choisis une vidéo niveau intermédiaire histoire de pas te décourager. Tout doucement, tu montes en niveau. Une autre astuce, utilise une transcription pour suivre l'audio. Ça change tout, c'est super efficace pour repérer où ça bloque et apprendre du vocabulaire. Ouais, et puis tu peux surligner, annoter, parfois même dessiner un petit schéma à côté, histoire de faire le lien entre le son et l'image. L'essentiel, c'est de garder la pratique interactive. Lire, écouter, regarder, tout mélanger pour vraiment progresser. Et puis surtout, on le répète souvent ici, mais la régularité. Même 10 minutes par jour, c'est déjà ça. Fais-toi un carnet de mots visuels. Genre, tu dessines un café à côté de prendre un verre, tu retiendras mieux. Et ne reste pas isolé. Les échanges en ligne ou en vrai, ça fait toute la différence. Essaye de raconter l'histoire à voix haute après l'avoir entendue. Même avec des erreurs, c'est pas grave, ça ancre vraiment la compréhension. Ou ferme les yeux. Imagine la scène, les personnages. Moi, ça me fait penser à mes petits reportages, où je devais décrire un lieu juste avec les sons autour. Et si tu fais le lire avec ta vie à toi, tu retiens encore mieux. En fait, raconte toujours à voix haute, même seul, ce que tu viens d'écouter. Plus tu t'entraînes, plus la mémoire, ça vient tout seul. Et chaque fois que tu entends une nouvelle info, relis-la à quelque chose de familier. Ça entre les mots dans ta mémoire. La visualisation. Encore et toujours. On ferme les yeux, on reconstitue la scène. Avec les images ou sous-titres, tout devient plus limpide. Et si tu trouves des vidéos ou podcasts avec plein d'éléments visuels, c'est jackpot. Ton cerveau adore faire le lien entre le mot et l'image. Le maître mot, encore une fois, pratiquer, pratiquer. Pas besoin de grandes heures, mais le faire souvent. Crée ton carnet d'images, participe à des échanges, questionne partout. Et surtout, accepte tes erreurs. C'est comme ça qu'on avance. Même les pros, on se plante parfois. Dessine, schématise, fais des cartes mentales. Tout ce qui peut te rapprocher du sens, c'est bon à prendre. Oui, après chaque écoute, griffonne une petite scène, même moche. Tu retiendras les détails et pas seulement les mots. Le mieux, c'est d'aller au contact. Participe à un échange.
regarde des films, puis essaye d'en discuter avec quelqu'un ou écris un mini-bilan dans ton journal. Même la radio, la météo, ou juste dire « bonne journée » en français à la boulangère. C'est comme ça qu'on progresse. Aujourd'hui, la tech, c'est un atout. Utilise des applis comme Duolingo ou des outils de transcription automatique pour suivre, relire et comprendre ce que t'as manqué. Mais t'as vu les options de réalité virtuelle ? Tu peux presque voyager dans un café parisien sans bouger de chez toi. C'est magique pour entendre le vrai français. Encore une fois, raconte, visualise, crée des contextes perso. Plus le mot est ancré dans ton vécu ou tes images mentales, mieux tu comprendras le prochain épisode sans les sous-titres. Et amuse-toi avec ça. Invente des histoires à partir de ce que t'entends. C'est la meilleure méthode. On termine avec du concret. Programmez chaque jour un petit temps d'écoute adapté à votre niveau. Notez, cherchez, utilisez ce que vous apprenez. Ouais, créez un journal de bord, rejoignez des discussions, bref, plongez dans le français réel. Et vous verrez, petit à petit, les sous-titres, on les oublie. Merci à toi Emmanuel encore une fois. Et merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout. Merci beaucoup Charline. Prenez soin de vous, gardez votre curiosité, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À la prochaine. Salut à tous, et surtout, amusez-vous en français, même sans sous-titres. Écoute la deuxième partie de Podcast Bonjour français. et bienvenue à notre exploration du jour. Pour bien des gens qui apprennent le français, il y a ce décalage un peu frustrant. Hein? On arrive à lire un article, mettons un livre, mais dès qu'on lance un film, une série ou qu'on essaie de suivre une conversation qui va vite, oups, c'est comme un mur. Ben oui. On a l'impression que ça va trop vite, que les mots sont comme avalés. C'est un défi que beaucoup de monde rencontre, j'ai l'impression. Absolument, puis c'est un sentiment tout à fait légitime. C'est pas juste une impression, là. Il y a de réelles différences entre la langue qu'on voit, écrite sur une page, puis celle qui vit, qui court, qui se transforme à l'oral. OK. Aujourd'hui, justement, on va plonger au cœur de ce phénomène-là. Pourquoi le français parlé peut sembler si différent? Puis surtout, comment on peut entraîner son oreille à mieux naviguer là-dedans pour enfin profiter des contenus authentiques, films, podcasts, discussions avec plus d'aisance, sans toujours avoir besoin des sous-titres. Pour cette exploration, on a pigé dans pas mal de matériel. On a des conseils très pratiques de profs, de blogueurs spécialisés, Parlez-vous French, Club French, Feel Good French, commun français du monde qui est sur le terrain, là. Oui. On a aussi des échos du vécu des apprenants eux-mêmes partagés sur des forums comme Reddit. Puis pour la perspective un peu plus analytique, on s'appuie sur des recherches, notamment une thèse de l'Université de Gand qui décortique les mécanismes même de la compréhension orale. Notre mission, donc, c'est de mettre en lumière ces fameuses différences entre l'écrit puis l'oral, mais surtout d'en tirer des stratégies concrètes, efficaces pour muscler son écoute. L'idée, c'est de gagner en confiance, étape par étape, pour rendre l'écoute du français non seulement possible, mais le fun, agréable. Parfait. Alors commençons par le cœur du problème. Cette sensation que les francophones parlent trop vite ou mangent leurs mots, comme on entend souvent dire. D'où ça vient, ça, concrètement? Est-ce que c'est juste nous qui sommes trop lents ou il y a autre chose? C'est une excellente question, puis la réponse est nuancée. D'abord, il faut rassurer tout le monde. C'est pas juste en français que ça arrive, là. Presque toutes les langues ont une forme parlée qui est différente de l'écrit normé. Ah, OK. C'est une question d'efficacité, de fluidité. On modifie, on contracte, on lisse les sons pour que ça coule mieux, pour que ça demande moins d'efforts, tu sais. La thèse de Gandin mentionne une distinction importante. Il y a la compréhension auditive. Est-ce que mes oreilles captent physiquement les sons? Puis la compréhension orale. Est-ce que mon cerveau décode le sens de ces sons? Souvent, le problème, c'est pas tant d'entendre, mais de traiter ce qu'on entend. Puis un des gros blocages, si je comprends bien la thèse, c'est de savoir où finissent les mots puis où les autres commencent. Exactement. C'est le défi du découpage du flux sonore. À l'écrit, les espaces et nos amis, ça délimite clairement chaque mot. Mais à l'oral, c'est une chaîne continue. Pense à « je ne sais pas » qui peut devenir « je sais pas ». Ouais. Si on cherche « je ne sais pas » bien distinct, on est perdu d'avance. Voilà. Entrons dans ces exemples concrets qui changent tout. La source Parlez-vous French en donne de très bons. Le fameux nœud de la négation qui disparaît 9 fois sur 10 à l'oral courant. Ah oui? On apprend « il n'a pas faim » à l'école, mais on entend tout le temps « il n'a pas faim ».
Ça veut dire que si on compte sur ce nœud pour repérer la négation, ben on va souvent la manquer, non? Tout à fait. Ça illustre parfaitement comment une règle grammaticale écrite, elle s'efface pour une forme plus économique à l'oral. Fait qu'il faut apprendre à repérer la négation autrement, par le pas, le contexte, l'intonation. Puis ça demande un ajustement de l'oreille. Autre exemple qui m'a marqué, l'élision du « u » de « tu » devant une voyelle. « T'es où » qui devient « t'es où ». Là encore, si on cherche le son « ti », on le trouve pas, ça sonne complètement différent. Oui, puis ça s'enchaîne vite. Pareil pour le « e » muet qui saute dans les petits mots comme « je »,« me »,« te »,« le ». Devant une consonne, « je te le dis » devient facilement « je t'ai ». Wow! On passe de 4 syllabes bien marquées à « je te lis », à 2 syllabes rapides. Ça contracte énormément le rythme, là. Puis le classique « ya » qui se transforme en « aya ». Il y a du monde. C'est tellement courant qu'on le remarque même plus quand on est natif. Mais pour quelqu'un qui apprend à chercher le « il », ça peut être une source de confusion. C'est ça. Toutes ces petites transformations mises bout à bout, ça crée vraiment une musique différente finalement, là. Précisément. Puis ces exemples nous amènent directement à la notion de registre de langue. Le français super correct d'Emmanuel, c'est le registre soutenu. Mais dans la vie de tous les jours, dans les films, les séries, les conversations entre amis, on est plus dans le registre courant ou familier. C'est là que ces contractions, ces élisions, c'est la norme. Faut les connaître alors. Les reconnaître, c'est la clé pour déverrouiller la compréhension du français authentique. Mais c'est pas tout, il y a d'autres phénomènes qui jouent, non? Tu parlais d'autres éléments. Phonétique? Oui. Brièvement, là, sans faire un cours de linguistique, faut savoir que les sons s'influencent entre eux. C'est l'assimilation. Par exemple, le D de médecin peut parfois sonner un peu comme un T parce que le S qui suit est sourd. Ah, OK. Si on se concentre trop sur les mots isolés, on peut manquer ces indices-là qui sont cruciaux. Puis bien sûr, la liaison, ce lien sonore qu'on fait parfois entre les mots, les amis, qui est typique du français, mais qui peut brouiller les pistes pour savoir où un mot finit puis l'autre commence. Ça ajoute au défi du découpage. D'accord, ça explique vraiment pourquoi l'écoute peut être si déroutante au début. On a les mots, la grammaire, mais le signal sonore lui-même est différent de ce qu'on attendait. Alors, la grande question maintenant qu'on comprend mieux le pourquoi, comment on fait pour s'améliorer concrètement? Si l'objectif, comme certains le disent sur Reddit ou dans les vidéos de Clap français, c'est de pouvoir un jour regarder un film sans être scotché aux sous-titres. C'est là qu'on passe de l'analyse du problème aux solutions obèses, les stratégies d'écoute. Sur Reddit, plusieurs témoignages parlent du choc initial quand on décide d'enlever les sous-titres. On a l'impression de régresser, de plus rien saisir. Ouais. C'est une phase normale, puis la première stratégie, c'est d'accepter cette difficulté-là puis de persévérer. Les recherches comme celle de Go citée dans la thèse montrent qu'on utilise consciemment ou non différentes stratégies pour compenser. On peut les regrouper en 2 grandes familles, cognitive puis métacognitive. Stratégie cognitive, ça veut dire quoi ça pour l'écoute? Ce sont les opérations mentales qu'on applique directement à ce qu'on entend pour construire du sens. L'inférence, par exemple, deviner le sens d'un mot inconnu grâce aux mots autour, au contexte de la scène, c'est crucial quand des mots sont mangés ou contractés comme on l'a vu. Mm-hmm. Une autre, c'est l'élaboration, faire des liens entre ce qu'on entend puis ce qu'on sait déjà du monde ou de nos expériences. Ça aide à donner du corps puis du sens à l'information. Puis les métacognitives, c'est plus sur la manière de gérer son écoute. Exactement. C'est penser à comment on écoute. L'attention sélective. Au lieu d'essayer désespérément de tout comprendre mot à mot, on apprend à se concentrer sur les informations clés, les mots porteurs de sens. Il y a aussi la planification. Avant de regarder une vidéo, se dire « OK, mon but, c'est de comprendre l'idée générale » ou « Je vais essayer de repérer les moments où ils utilisent la négation contractée. » Ah, OK. Puis le contrôle ou monitoring, pendant l'écoute, se demander « Est-ce que je suis toujours en ligne? Pourquoi j'ai décroché ici? Qu'est-ce puis ajuster sa stratégie? » La source comme un œil français insiste beaucoup là-dessus, comprendre comment on comprend ou pas. Puis plusieurs techniques qui reviennent souvent. La plus fondamentale, c'est la répétition. Écouter plusieurs fois le même audio, le même extrait de film. C'est un conseil quasi universel sur Reddit, chez Clap français, Feel Good French. Ah oui? Oui, la première fois, on capte l'idée générale.
La deuxième, on repère plus de détails. La troisième, on commence à reconnaître ces fameuses formes contractées. Le cerveau a besoin de ces passages répétés pour traiter l'information sonore complexe. Il y a aussi l'idée d'utiliser les transcriptions de manière active. J'ai vu la méthode proposée par Feel Good French qui a l'air assez structurée. Oui, c'est une excellente approche. Écouter une première fois sans rien, puis écouter en lisant la transcription pour faire le lien son-graphie, repérer les moins connus ou les formes orales spécifiques. Ensuite, pourquoi pas, travailler le vocabulaire noté, répéter certaines phrases à voix haute pour l'oreille puis la prononciation, puis enfin réécouter sans transcription pour voir si on comprend mieux. C'est du travail quand même. C'est un travail actif, oui. Heureusement, beaucoup de podcasts pour apprenants, In a French, Français authentique, Feel Good French, ou même des médias, RFI Savoir, Euronews, proposent ces transcriptions. Mais certains sur Reddit disent aussi qu'il faut se lancer dans le vrai français rapidement, même si c'est dur. Qu'est-ce qu'on en pense? De la difficulté du contenu? C'est un équilibre à trouver, là. Se jeter trop vite dans un film d'auteur très complexe, ça peut être décourageant. L'approche graduelle est souvent recommandée. OK. Commencer par des contenus où la parole est peut-être un peu plus claire, des séries doublées, les doubleurs articulent souvent bien, des podcasts conçus pour les apprenants avancés qui parlent un peu moins vite, expliquent parfois du vocabulaire, les journaux en français facile. Puis progressivement, on augmente la difficulté. Séries originales, films, podcasts natifs sur des sujets qui nous intéressent. L'idée, c'est de toujours être un peu en dehors de sa zone de confort, mais pas au point d'être totalement submergé. Puis pour ceux qui aiment les exercices plus ciblés, j'ai vu passer l'idée de faire des dictées ou de transcrire soi-même de courts extraits. C'est bon, ça? Oui, ce sont des exercices d'écoute active très efficaces. Essayer de transcrire, ça oblige à une attention extrême aux sons, aux liaisons, aux élisions. C'est difficile, mais ça révèle précisément où on a de la misère à segmenter le flux ou à reconnaître les formes orales. Mhm. C'est un peu le principe du test de clap français. Puis comme le souligne Commune Français, l'important dans ces exercices, c'est pas tant le score final que d'analyser ses erreurs pour comprendre ses points faibles spécifiques. Tout ça montre bien que la compréhension, c'est pas juste une question de vocabulaire, hein? La thèse de Gand le dit, c'est une interaction complexe entre ce qu'on entend, l'input acoustique, nos connaissances de la langue, le contexte, puis même nos connaissances généraux du monde. Il faut que l'info passe de la mémoire à court terme, où on la traite, à la mémoire à long terme, ou sans stocker nos connaissances, pour qu'il y ait vraiment compréhension. Parfois, on ne comprend pas parce qu'il manque un mot, cause lexicale, parce qu'une structure de phrase nous échappe, cause grammaticale, ou simplement parce que le sujet est totalement nouveau pour nous, cause conceptuelle, comme l'a identifié Rost. Les stratégies d'écoute aident à gérer ces différents obstacles. Parlons maintenant d'un outil qui divise les sous-titres. Dans la discussion Reddit, c'est frappant de voir les avis divergents. Il y en a qui disent « faut les virer d'un coup, c'est la seule façon de forcer l'oreille ». D'autres préfèrent une transition ou utilisent les sous-titres en français. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ah, c'est le grand débat. Les sous-titres dans la langue cible, en français donc, ont un avantage certain au début. Ils aident à connecter ce qu'on entend avec la forme écrite, à visualiser ces mots qui passent trop vite. Ça peut rassurer puis aider à apprendre du vocabulaire en contexte. Oui. Mais le risque, puis il est réel, c'est que ça devienne une béquille. Si nos yeux lisent plus vite que nos oreilles n'écoutent, on ne développe pas vraiment notre compétence d'écoute pure. On lit en écoutant, c'est pas pareil. Puis en plus, comme le soulignait quelqu'un sur Reddit, les sous-titres sont pas toujours fidèles à 100% à ce qui est dit, surtout quand le langage est très familier ou rapide. Précisément. Les sous-titres sont souvent une version un peu éditée, standardisée, voire résumée de l'audio réel. Donc, se fier juste à eux peut même parfois nous induire en erreur sur les formes orales authentiques. L'objectif ultime reste l'autonomie, comprendre sans aide. Le chemin pour y arriver est personnel. Donc, pas de recette miracle, avec ou sans, c'est plutôt une utilisation stratégique. Je pense que c'est ça. Peut-être commencer avec les sous-titres français pour se familiariser, puis ensuite essayer de les enlever, quitte à les remettre juste pour vérifier une phrase clé qu'on n'a pas saisie, ou regarder une première fois avec, une deuxième fois sans. L'important, c'est d'avoir une stratégie qui pousse progressivement l'oreille à faire de plus en plus le travail, puis de ne pas rester tout le temps dans le confort de la lecture. Un autre point qui m'a frappé en lisant les sources, c'est à quel point l'aspect psychologique est mentionné. La persévérance face à la difficulté initiale sur Reddit, le besoin de gérer le stress ou le manque de confiance chez Commun Français, puis même Feel Good French qui parle de mindset coaching lié à l'apprentissage.
Ce n'est donc pas qu'une affaire de technique. Absolument pas. C'est peut-être même aussi important que les stratégies elles-mêmes. Améliorer son écoute, c'est un marathon, pas un sprint. La régularité est fondamentale. Mieux vaut 15 minutes d'écoute active chaque jour qu'une séance de 3 heures une fois par mois. La constance construit les connexions neuronales. L'exemple des 700 plus heures d'écoute pour atteindre un bon niveau en japonais sans sous-titres, cité sur Reddit, ça donne une idée de l'engagement nécessaire. Ça se fait pas en quelques semaines, là. Puis pour tenir cette régularité sur la durée, j'imagine que le plaisir, c'est pas optionnel. C'est essentiel. C'est un point qui revient partout. Choisir des contenus qui nous plaisent vraiment, qui nous intéressent passionnément. Si on s'oblige à écouter des débats politiques alors qu'on déteste ça, ou un podcast sur le jardinage alors qu'on n'a même pas de balcon, mais la motivation va vite s'effriter à la difficulté. C'est sûr. Trouver des films, des séries, des podcasts, des chaînes YouTube sur des sujets qu'on aime, c'est ça qui donne envie de persévérer, de faire l'effort de comprendre. L'apprentissage doit rester, autant que possible, une source de plaisir puis de découverte. Bon, si on essaie de rassembler tout ça, on a vu que le français parlait à ses spécificités, élision, contraction, rythme, qu'il faut apprivoiser. Pour y arriver, il n'y a pas de magie, mais des stratégies actives. Écouter puis réécouter, utiliser intelligemment les transcriptions, choisir des contenus adaptés puis progresser. Puis par-dessus tout, cultiver la persévérance, accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, puis surtout, pratiquer régulièrement avec des choses qu'on aime. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui me semble ressortir de cette exploration croisée, des conseils pratiques, des témoignages puis de la recherche, c'est peut-être qu'il n'y a pas la méthode unique et universelle. Le français parlé est complexe, les apprenants sont divers, les objectifs varient. Alors, la meilleure approche ne serait-elle pas forcément une approche personnalisée? Trouver sa propre combinaison de techniques, de ressources, de contenu, celle qui maintient l'engagement, qui nourrit la motivation par le plaisir, puis qui assure cette pratique régulière et significative pour soi. Un genre de cocktail unique qui fonctionne pour chacun. Ou une autre réflexion qui me vient, en lien avec l'acceptation de l'erreur. Est-ce que la quête un peu obsessionnelle de tout comprendre, chaque mot, dès le début, n'est pas finalement contre-productive? Ne vaut-il pas mieux, surtout au commencement, accepter une part d'ambiguïté, se concentrer sur le sens global, sur ce qu'on arrive à saisir, plutôt que de se focaliser sur ce qui nous échappe? C'est une excellente question. Construire la confiance sur les succès partiels, mettons, plutôt que de se décourager face à l'immensité de ce qu'on ne comprend pas encore. C'est une excellente question, oui, qui touche au cœur de l'expérience d'apprentissage. Lâcher prise sur la perfection pour se concentrer sur la communication, puis la progression. C'est un cheminement personnel passionnant. Il n'y a pas de carte unique, mais l'important, c'est de rester curieux, d'expérimenter, puis de trouver ce qui nous fait avancer et surtout ce qui nous donne envie de continuer à explorer l'univers sonore du français. Voilà qui nous laisse avec de belles pistes à explorer et, espérons-le, une nouvelle motivation pour entraîner nos oreilles.